Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. 10 mars 1915, les poilus de la 21e compagnie du 336e régiment d'infanterie refusent de courir à une mort certaine. Pour reprendre une position au nord du village de Soins, 24 d'entre eux sont tirés au sort arbitrairement et comparaissent devant le conseil de guerre. 4 caporaux sont condamnés à mort. Ils sont fusillés le 17 mars par leurs camarades, quelques heures avant que ne parvienne le résultat du recours en grâce, commuant leur peine en travaux forcés. 14 juin 1915, après s'être fait soigner d'une blessure, Joseph Gabrielli, ne parlant que le corse, ne parvient pas à rejoindre sa compagnie. Il est condamné à mort pour abandon de poste et fusillé le jour même. 21 mai 1916, 4 soldats sont condamnés à mort à Roussy. Quelques jours plus tôt, ils avaient retardé d'1 heure le départ de leur compagnie. Initialement condamnés à 8 jours de prison, leur peine a été modifiée en condamnation à mort pour faire un exemple. Des récits semblables, glaçants, confondant d'injustice et confinant parfois à l'absurde, les historiens de la Grande Guerre en ont répertorié des centaines. Pour avoir refusé de courir devant la mort ou pour l'avoir laissé penser, des centaines de poilus ont été fusillés pour l'exemple. Les conseils de guerre spéciaux instaurés par le décret du 6 septembre 1914 ont donné droit de vie ou de mort aux gradés sur les soldats. Même sans conseil de guerre, les officiers pouvaient exécuter sommairement un soldat dont ils jugeaient la conduite dangereuse. En France, plus encore que dans les autres nations belligérantes, la justice militaire était implacable et cherchait à faire des exemples pour maintenir les soldats dans la peur et ne leur laisser le choix qu'entre la mort certaine et la mort probable. Les condamnés n'avaient pas les moyens de se défendre, étaient parfois tirés au sort dans un groupe d'accusés et abattus par leur père, devant leur père. Celui qui refusait de tirer sur son camarade était condamné à prendre sa place. Dès le 20 août 1914, le pouvoir politique, par la plume du ministre de la Guerre Adolphe Messimy, endosse cette responsabilité en reconnaissant que cette justice d'exception n'a pas tant vocation à punir des coupables qu'à faire des exemples. Les historiens, notamment ceux du groupe de travail dirigé par l'illustre Antoine Prot, dont le rapport fait autorité, ont dénombré environ 740 soldats fusillés au cours de la guerre. À la demande de l'ancien secrétaire d'État, Kader Arif, le service historique de la Défense a établi une liste de 639 personnes fusillées pour désobéissance militaire, auxquelles s'ajoutent 141 fusillés pour des faits de droit commun et 126 pour espionnage. La présente proposition de loi vise à réhabiliter ces 639 soldats. Je précise au passage, pour lever certaines inquiétudes, que si ce nombre ne figure pas dans le corps de l'article, il est explicitement mentionné dans l'exposé des motifs et que l'intention du législateur est sans ambiguïté. Ces soldats sont-ils morts pour la France, comme le considèrent les dizaines de maires qui ont porté leur nom sur les monuments aux morts de leur commune et comme nous sommes nombreux à le croire? Ce qui est certain, c'est qu'ils ont été tués par la France. Chers collègues, ce n'est pas réécrire l'histoire que d'admettre cette froide vérité. C'est au contraire accepter notre histoire dans toute sa complexité, reconnaître qu'assaillie, prise à la gorge, la République a commis une lourde faute en confiant la mission régalienne primordiale de rendre justice à des conseils de guerre spéciaux. Il ne s'agit pas ici de porter un jugement de valeur sur des faits vieux de plus d'un siècle avec les yeux du présent. Comment le pourrions-nous? Il ne s'agit pas ici de blâmer les gouvernements républicains qui ont officié durant le conflit. Chacun peut entrevoir l'extrême complexité de gouverner un pays assailli, a fortiori quand l'armée ennemie est aux portes de Paris. Il ne s'agit pas non plus de blâmer une armée qui avait la mission vitale de protéger la nation et dont le fonctionnement, notamment le droit militaire, était très largement hérité de la période impériale. Il s'agit simplement de reconnaître que dans des circonstances d'une extrême gravité, des centaines d'hommes ont été victimes d'un déni de justice, tellement grave qu'il entache la mémoire collective de la Grande Guerre depuis plus d'un siècle. Car l'opprobre qui s'est abattu injustement sur la plupart de ces soldats s'est abattu sur leurs familles, parfois sur toute leur commune. Et a traversé des générations. Ce sont ces familles qui, un siècle après, demandent encore la réhabilitation de leurs aïeuls.
Qu'est-ce qui différencie un soldat tiré au sort pour être fusillé de son camarade du même bataillon, qui a également refusé de monter au front une nouvelle fois, mais qui a échappé aux hasards du destin? Le nom du second figure sur un monument aux morts, sous la mention Mort pour la France, et sa mémoire est honorée depuis un siècle. La réhabilitation du premier est envisagée alors que la guerre fait encore rage, mais le Parlement, tiraillé entre la constatation désolée des exactions manifestes et la nécessité de préserver l'union sacrée, n'engage pas ce combat. Il supprime néanmoins en 1916 les conseils de guerre spéciaux. Cette mesure va drastiquement faire diminuer les exécutions. Ainsi, en 1907, année des grandes mutineries, seule une trentaine de soldats est condamnée à mort. De fait, l'essentiel des fusillés l'ont été en 1914 et 1915. Les travaux d'Éric Viau ont montré que nombre d'entre eux ont été victimes de quelques officiers zélés qui, dans chaque division par laquelle ils passent, accroissent le nombre de fusillés. Certains ont heureusement été désavoués et relevés par leur général, comme les officiers qui ont condamné à mort les 6 fusillés de Roussy. Au lendemain de la guerre, la réhabilitation des fusillés est assez consensuelle. Les soldats revenus du front haïssaient avant tout les embusqués et les profiteurs, mais pas ceux qui avaient combattu à leur côté. Dans l'entre-deux-guerres, le Parlement tente autant que possible de réparer l'erreur de 1914, avec l'adoption très large, voire unanime, de plusieurs textes. Loi d'amnistie du 29 avril 1921, plusieurs lois pour faciliter les procédures de réhabilitation, loi ouvrant la possibilité de procédure devant la Cour de cassation, réforme du Code de justice militaire en 1928, création même d'une Cour spéciale de justice militaire qui siège entre 1932 et 1935 pour examiner certains dossiers. Au total, environ 10% des soldats fusillés sont réhabilités. C'est peu. Les réhabilitations furent aléatoires. Il fallait qu'il y ait des témoins survivants, que les familles s'impliquent, qu'elles aient des relations bien placées et que la demande soit prise en charge par une association, comme par exemple la Ligue des droits de l'homme. Pour nombre de familles modestes, d'ouvriers, de paysans, ces voies de recours étaient inaccessibles. Poursuivre les réhabilitations au cas par cas serait naturellement le chemin idéal. Mais ce chemin n'existe pas. Le général Bach, historien du ministère des Armées, l'a montré. Il manque de 20 à 25% des dossiers et beaucoup d'autres sont vides ou si incomplets qu'il est impossible d'en rien tirer. La réhabilitation ne peut être que collective. Il serait de toute façon inconcevable de rejuger aujourd'hui des faits vieux de plus d'un siècle. Le temps de la justice est passé. Celui des historiens qui ont désormais exploité l'essentiel des archives aussi. Vient désormais le temps du politique, qui doit se prononcer, non pas sur l'histoire, mais sur la mémoire de la nation. Un premier pas important a été accompli au sommet de l'État. Lionel Jospin, le premier en 1998, à Craonne, a souhaité que les fusillés pour l'exemple réintègrent pleinement notre mémoire collective nationale. Nicolas Sarkozy, ensuite, dans un discours fort à Douaumont en 2008, a tenu à les rétablir dans leur honneur, puis sur l'Arc de Triomphe en 2009, a évoqué ces fusillés qui attendent encore qu'on leur rende justice. En 2014, pour le centenaire sous la présidence de François Hollande, un espace a été aménagé en leur mémoire au sein du musée des armées. Localement, près de 2000 communes, 31 conseils départementaux et 6 conseils régionaux, dont beaucoup de territoires marqués par les stigmates de la Grande Guerre, ont adopté des vœux pour réhabiliter les fusillés. Des monuments ont été érigés en leur mémoire, comme le magnifique monument de Chauny dans l'Aisne, où les associations locales d'anciens combattants leur rendent également hommage. Jusqu'à présent, je n'ai, je crois, qu'exposé des faits que personne ne conteste. Reste à conclure ce chapitre. Notre Assemblée s'est prononcée une première fois sur une proposition de loi similaire de nos collègues communistes, emmenée par Guy Fischer. Elle est amenée aujourd'hui à se prononcer sur cette proposition de loi de notre collègue Bastien Lachaud, que je salue, adoptée à l'Assemblée nationale. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, après un riche et vibrant débat, s'est prononcée à une très courte majorité contre ce texte. Cette majorité a notamment estimé que la réhabilitation de personnes condamnées par décision de justice posait un problème juridique et que seules des réhabilitations individuelles étaient légitimes. Certains ont également craint que le Parlement ne s'engage dans une réécriture dommageable de l'histoire qui ne relevait pas de ses prérogatives, mais uniquement de celles des historiens. À titre personnel, je considère au contraire que le Parlement doit conclure ce qu'il a commencé en 1916. Alors que la guerre de tranchées que l'on croyait appartenir aux vestiges du passé
ressurgit à quelques milliers de kilomètres de nous en Ukraine, le Sénat tout entier peut choisir aujourd'hui de lever l'opprobre et d'affirmer que nul n'aurait dû et ne devrait jamais être condamné à mort sommairement, parce qu'il a, comme tout soldat, eu un moment de doute ou d'effroi face à l'atrocité indicible d'une bataille d'infanterie. Je vous remercie. Merci.